Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Cet épisode n'a pas vocation à être une analyse de la situation géopolitique actuelle en Syrie. Déjà parce que c'est pas mon rôle de faire ça, qu'il y a des gens bien mieux formés, bien mieux placés, bien plus légitimes pour le faire et que ce sont vraiment des observations et un retour d'expérience personnelle que je partage dans cet épisode et c'est important de le garder en tête tout au long de cette écoute. Salut à toi et merci d'avoir choisi de passer un petit moment en notre compagnie. Si cet épisode ne s'est pas lancé de façon aléatoire dans tes oreilles, alors tu sais déjà qu'aujourd'hui, je vais retendre mon micro à une ancienne invitée, Charlotte, qui est l'épisode le plus écouté de la chaîne Filles Expat. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode 62, je t'invite à le faire. Et Charlotte, lorsque j'ai demandé à nos followers Instagram quelles personnes ils aimeraient que je prenne des nouvelles, eh bien sache que ton nom est celui qui est le plus ressorti. Ça te fait quel effet de savoir ça? Ça me fait plaisir. Puis surtout, je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire que la Syrie intéresse. Je pense que c'est ça qui a vraiment touché les gens. Je pense que c'est un regard qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est un pays dont on parle beaucoup, mais dont on sait finalement peu de choses outre les grandes lignes. Donc c'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous allez le voir, c'est pas un échange comme j'ai l'habitude de le faire, dans le sens où d'habitude, c'est vrai que je laisse beaucoup de spontanéité prendre le dessus. Je prépare pas beaucoup de questions, mais là, au vu de la situation de la Syrie, au moment où on enregistre, on est en mars 2025, j'ai été obligée de préparer un minimum ma ligne de questions. Je pense qu'il va y avoir un sacré nombre de choses à aborder et on espère que la connexion Internet ne va pas nous lâcher parce qu'on a eu énormément de difficultés à pouvoir lancer cet enregistrement. Merci pour ta patience d'ailleurs. Et d'ailleurs, je serai pas la seule à te poser des petites questions, mais tu vas voir tout ça. La question, moi, qui m'intéresse le plus là, maintenant, tout de suite, avec grande sincérité, c'est comment tu vas? Non, mais vraiment, réellement, comment tu vas? Moi, ça va. Oui? Non, ça va. Écoute, oui. Okay. Ça va, tout est très... On va en parler, mais oui, tout est très intense et très mouvementé, mais globalement, ça va. On t'entend avec le sourire, donc ça fait plaisir. Écoutez, je ne la vois pas, je suis dans la même situation que vous qui nous écoutez, je ne la vois pas. Je l'ai vue une seconde. Non, mais c'est une catastrophe, cet Internet. C'est clair, et on s'excuse d'ailleurs pour les petites musiques en arrière-plan, etc., mais elle a dû aller dans un café, parce que la pauvre, elle a même pas Internet qui fonctionne chez elle. Alors, Charlotte, petit retour en arrière. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'on avait fait aussi l'épisode 99 ensemble où on parlait un peu de la pression sociale. D'ailleurs, épisode qui a fait beaucoup réagir également. Tu as pris la décision de quitter la Syrie. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière sur cette prise de décision? Qu'est-ce qui t'a amené à quitter le pays? Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où t'es partie et aujourd'hui, puisque tu t'y retrouves? Oui, c'est ça. Oui, j'ai décidé de quitter la Syrie. En fait, je suis partie l'été dernier, donc en juin 2024, après 4 ans de vie en Syrie. En fait, j'avais décidé de quitter le pays tout simplement parce que j'avais envie d'aller explorer d'autres horizons. J'aime bien vivre quelques années quelque part et puis ensuite partir. C'est vrai que la Syrie, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps, à l'étranger en tout cas. Et je sentais que j'étais arrivée au bout de quelque chose. Donc j'avais vraiment envie d'aller explorer d'autres horizons. Et puis c'est vrai que ça a été 4 années très belles mais aussi très intenses. Il s'est quand même passé énormément de choses. La vie en Syrie au quotidien, c'est très intense pour plein de raisons. Pour le contexte géopolitique, pour les conditions de vie au quotidien qui sont assez rudes, pour honnêtement la santé mentale aussi. C'est vrai qu'être au contact de personnes au quotidien qui ont vécu des choses atroces pendant la guerre, avant la guerre, etc., ça, quand on est sensible, ça impacte beaucoup. Et puis, ça a été 4 années qui ont été très intenses au niveau personnel parce que les 2 dernières années, j'ai fait un deuxième master
en plus de mon travail à temps plein. Et en 2023, il y a eu le tremblement de terre en Turquie qui a touché le nord de la Syrie, pour lequel j'ai essayé de m'impliquer le plus possible en montant des petites initiatives, ce qui m'a énormément touchée. En fait, j'ai vraiment été bouleversée par cette expérience. J'en ai fait du coup 2 mémoires pendant mon master. Donc voilà, il y a eu un moment donné où j'ai vraiment eu besoin de souffler et j'avais besoin de partir, d'aller voir autre chose. Du coup, je suis partie donc en juin 2024, mais avec un espèce de sentiment vraiment très bizarre où j'étais complètement en déni de toute façon jusqu'à la fin. Je suis vraiment partie de manière complètement... Alors que dès la dernière année, je savais que je partais quoi. Dès septembre 2023, je savais que à la fin de l'année scolaire, puisque je suis prof à Damas, je savais que j'allais quitter la Syrie. Donc toute l'année, je m'étais préparée psychologiquement, mais tout le mois de juin, j'ai pas du tout réussi à préparer mon départ, quoi. Je suis partie un petit peu de manière abrupte et avec un espèce de sentiment très bizarre de pas un adieu quoi, mais un à plus tard. Okay. Parce que c'est vrai que en fait Damas c'est vraiment pour moi la ville que j'aime le plus et la ville dans laquelle je me suis sentie le mieux malgré toutes les difficultés. C'est vraiment une ville qui me correspond complètement et donc j'avais déjà l'espoir à l'époque de revenir mais plus tard puisque je me disais voilà on verra quand peut-être politiquement les choses auront un petit peu changé, que Damas ne sera plus aussi isolé sur la scène internationale. Par exemple, pour moi, l'un des soucis principaux, c'était bien sûr les problèmes au quotidien de l'eau, l'électricité, les choses comme ça, mais aussi le côté isolement, parce qu'on ne peut pas, par exemple, voler de Damas, il faut toujours passer par Beyrouth. L'année dernière, il y a eu la guerre à Beyrouth, etc. Enfin, tout est toujours compliqué, tout prend beaucoup de temps. Puis j'ai envie que ma famille puisse venir me voir, etc., etc. Donc je m'étais dit, plus tard, peut-être que je reviendrai, mais j'imaginais, je sais pas, 5 ans, 10 ans, des choses comme ça, pas du tout 7 mois plus tard, quoi. Donc du coup, je suis partie, j'ai passé l'été en France, j'ai terminé mon master, et puis je suis partie en voyage. J'ai fait un petit tour rapide en France et puis en Europe pendant quelques semaines. Et ensuite, je suis retournée en Égypte où j'ai habité pendant 3 ans avant de déménager en Syrie, où j'ai toujours beaucoup d'amis, qui est un pays que j'aime énormément. Donc j'avais très envie d'y passer en fait beaucoup de temps parce que tu sais c'est le genre d'endroit où quand t'as plein de potes, c'est une ville et un pays que t'adores, t'es assez frustré d'y aller 1 ou 2 semaines parce que t'as pas le temps de voir un peu tout le monde, de faire tout ce que tu as à faire. Donc du coup là j'y suis allée pendant un peu plus de 2 mois. C'était très chouette, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, je suis partie en Arabie Saoudite voyager tout le mois de décembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, quand j'étais en Égypte, c'est vrai que Damas me manquait. Et je me disais, on verra, peut-être que je fais qu'une pause d'1 année scolaire. Et puis l'année prochaine, peut-être que je retournerai y travailler, etc. Et puis, quand j'étais à un moment donné, vers la fin de mon voyage en Égypte, donc le groupe HTS actuellement au pouvoir à Damas a lancé l'offensive sur la Syrie et donc a pris Alep quand moi j'étais à Alexandrie. Et là, on a commencé à se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis en 1 semaine, 10 jours quasiment, ils ont pris toute la Syrie, quoi. Ils ont pris Damas et Bachar el-Assad, le président, a quitté la Syrie. Et donc le pays d'un seul coup libéré le 8 décembre de la famille Assad après 54 ans de règne entre le père et le fils. Et donc là, c'était un choc énorme parce que jamais on s'était imaginé que ça puisse arriver, et surtout pas comme ça en 10 jours, et surtout pas de manière assez paisible en fait, puisqu'il y a eu très peu de morts. Donc c'est vrai que d'un seul coup, ils ont pris Damas. J'étais arrivée en Arabie Saoudite et moi j'ai passé 1 semaine où je n'ai pas dormi, quoi, et où j'étais sur mon téléphone avec mes potes au téléphone tout le temps. Je pleurais, je rigolais, j'arrivais plus à dormir. J'ai vraiment passé 1 semaine non-stop sur mon téléphone.
Et tout de suite, je me suis dit, punaise, c'est incroyable. Et qu'est-ce que je fais, quoi ? Ça a tout changé tout à coup. Au début, j'étais vraiment prête à partir tout de suite. Et en fait, j'avais déjà un peu mon voyage en Arabie Saoudite de près. J'avais des copines qui me rejoignaient. Donc du coup, et puis je me suis dit, bon, c'est toujours bien aussi de prendre un peu de temps, un peu de recul sur la situation. Donc j'ai fait mon voyage en Arabie Saoudite et j'étais aussi, en même temps de tout ça, en fait, très très fatiguée parce que, si tu veux, j'ai fait l'erreur d'un peu tout enchaîner. Les 4 ans en Syrie, la fin du master et bim, j'avais même pas terminé mon mémoire que j'étais déjà partie en voyage. Donc j'ai pas eu de moment vraiment de pause où je fais pas grand chose. Ouais, exactement. Ce qui fait que j'ai enchaîné avec l'Égypte, tout ça, puis l'Égypte c'est pas du tout reposant. Et ensuite j'ai enchaîné avec le voyage en Arabie Saoudite et donc c'était génial et j'ai adoré tout ce que j'ai fait pendant mon voyage, mais c'est vrai que je me suis sentie exténuée en fait et j'ai eu la sensation de me traîner. Surtout en Arabie Saoudite, j'arrivais vraiment au bout de mes forces, quoi. Donc j'avais l'impression de me traîner d'un point A à un point B et je me suis dit, bon, c'est pas le but d'un voyage, tu vois. J'arrivais pas à discuter trop avec les gens parce que ça me demandait une énergie folle et du coup c'était super frustrant. Donc à la fin du voyage en Arabie Saoudite, donc fin décembre, j'ai décidé d'aller en France quelques semaines, enfin quelques temps, je savais pas trop à ce moment-là, pour me reposer un petit peu chez mes parents. Donc ce que j'ai fait, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, très vite, je discutais avec ma mère et puis je lui disais, je crois que je veux retourner à Damas, tu vois, je pense que je vais voir avec l'école, mais je crois que j'ai envie d'y être, j'ai envie de voir ce qui se passe, j'ai envie de faire partie de ce truc-là, ou en tout cas de voir, tu vois, tout à coup c'était la possibilité pour les Syriens de reprendre leur destin en main, leur pays en main. Enfin, il y avait une énergie folle à ce moment-là. Et donc très vite, je me suis dit, je pense que je vais repartir. Et très vite, l'école m'a recontactée pour un poste. Donc, je crois que c'était mi-janvier. J'ai dit allez, le 1er février je serai à Damas et j'ai pris mon billet et me revoici à Damas depuis le 1er février. Qui l'eût cru? Bon, finalement, pas beaucoup de repos comparé au temps d'intensité que tu as eu. Mais bon, c'est vrai que quand on vit dans cette intensité, c'est pas facile de se poser et j'imagine que toi, tu as envie de vivre ce changement et voir peut-être directement de la bouche des Syriens comment ils le vivent. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous en parler justement la semaine où tu dormais pas justement et t'échangeais avec tes amis? Qu'est-ce qu'ils te disaient exactement? C'était fou. C'est-à-dire que, en fait, il faut s'imaginer que la dynastie Assad, pendant 54 ans, a en fait imposé une chape de plomb en fait sur les Syriens. Et tu sais, il y a une expression où on dit que voilà, la Syrie c'était le monde du silence. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas parler parce qu'en fait, si tu parlais, si tu critiquais le régime, si tu faisais quoi que ce soit, tu pouvais être emprisonné. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu dans les news, mais enfin les prisons syriennes, je pense que c'est parmi les pires au monde. Ce sont des étages sous la terre de gens qui étaient enfermés là-dedans. Oh là là. Quand ils t'arrêtaient, ils te disaient tu reverras plus jamais le soleil. Il y a des gens qui sont sortis là au moment de la libération qui n'avaient pas vu le soleil effectivement depuis 30 ans, quoi. Oh my God. Enfin, c'est des trucs de dingue. Ouais, avec des tortures psychologiques, physiques, etc. Enfin, on n'a vraiment pas découvert parce qu'on savait ce qui se passait. Il y a des gens qui se sont échappés et qui ont raconté l'enfer des prisons, mais on ne savait pas que c'était à ce point-là, qu'il y avait tant de gens et que c'était aussi horrible. Il faut s'imaginer qu'il y avait la possibilité sur le dark web, pour te dire jusqu'où ça va, tu pouvais payer pour assassiner des gens, pour tuer des gens en fait dans les prisons syriennes sur le dark web. Vraiment ça, ah oui c'est terrible. Ils découvrent tous les jours des fosses communes remplies de corps non identifiés. Il y a une centaine de milliers de personnes qui cherchent toujours leurs proches disparus. Enfin c'est terrible quoi. Vraiment c'est donc tout à coup tout ça est a disparu. Enfin, quand Bachar est parti, tout à coup, ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'avec mes amis, c'est la première fois
où on a pu discuter de la situation politique en Syrie, de la réalité. Moi, j'en parlais très peu et avec très peu de personnes, seulement des personnes de confiance. Mais pour te dire le stress qu'il y avait, c'est-à-dire que quand j'en discutais, on mettait les téléphones portables en mode avion et dans une autre pièce, tu vois. À quel point les gens étaient stressés, quoi. Donc c'était très compliqué de parler de politique même avec mes amis proches, tu vois. Puis moi, je voulais pas poser de questions parce que tu veux pas mettre quelqu'un dans une situation compliquée. Moi, il y a toujours aussi la peur quand tu es étranger, surtout dans un pays comme la Syrie, qu'on te soupçonne de faire partie de l'espionnage, quoi, enfin d'être un espion. Et ça rigole pas au Moyen-Orient avec ça. Donc du coup, au Moyen-Orient et dans d'autres pays aussi, hein, mais du coup, moi, je faisais aussi très attention de pas trop poser de questions pour qu'on se dise pas, tiens, c'est bizarre, elle pose plein de questions, pourquoi, tu vois. Donc, pendant 4 ans, j'ai vécu dans cette espèce de flou d'opinion, quoi, sans savoir trop réellement ce que les gens pensaient, etc. Donc c'était très particulier. Et la semaine où j'étais en Arabie Saoudite, là où j'étais au téléphone avec tout le monde, d'un seul coup, tout le monde parlait. Tout le monde disait, mais tu sais, moi, il m'est arrivé ci, moi, il m'est arrivé ça, et ma famille, et mon cousin, et mon machin. Et en fait, tu te rends compte que 95% des Syriens ont été touchés personnellement par le régime d'une manière ou d'une autre, tu vois. Que tout le monde avait un frère, un cousin, une sœur, parce qu'il y a aussi les femmes qui ont été arrêtées, emprisonnées. Il y a des enfants, quand ils ont ouvert les prisons, là, au moment de la libération, il y a des enfants qui étaient nés en prison et qui n'avaient jamais vu le ciel, le soleil. Enfin, il y a une interview d'un homme qui justement a vu ça, qui raconte que les enfants ne connaissaient pas le mot ciel, ne connaissaient pas le mot soleil parce qu'ils n'y ont jamais été confrontés. Enfin, c'est vraiment une horreur innommable. Donc c'était une espèce de sensation vraiment très très particulière. Après, il y avait aussi il y avait aussi en parallèle l'anxiété parce que HTS, le groupe qui a libéré ou pris la Syrie, ça dépend comment tu te places, c'est un groupe djihadiste, anciennement Al-Qaïda, etc. Donc voilà, il y a aussi toute une peur de ok, là on s'est débarrassé d'Assad, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois. Donc après, il y avait beaucoup de gens qui disaient laissez-nous là juste souffler pendant quelques temps, laissez-nous célébrer notre joie de s'être débarrassé de la dynastie Assad. Le reste, on verra après, mais après 54 ans de dictature, on a le droit d'être heureux pendant quelques heures, quoi. Ok, donc tu dirais que c'est que la population syrienne, pour l'instant, elle a vraiment ce sentiment d'espoir et pas forcément d'inquiétude. Là, c'est compliqué. On est à 3 mois du changement. De manière générale, oui, on est plus sur quelque chose de positif et d'espoir. Après, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questionnements, il y a de l'anxiété. Il y a plein de choses, si tu veux. C'est le fait que HTS, n'importe qui serait arrivé après 54 ans de dictature corrompue en Syrie aurait sacrément du mal à reprendre le pays en main, tu vois. Donc là, il y a vraiment une période de flottement où pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les choses sont très compliquées au quotidien pour l'instant. Il y a encore moins d'électricité qu'avant. Il y a un énorme problème de cash, de disponibilité de cash dans le pays. Il y a tout un tas de problèmes dans les administrations, les services publics et tout. Pendant un moment, il n'y avait plus de police, il y avait plus de... Parce que l'armée a été dissoute, la police aussi. Là, ils sont en train de remettre en place... parce que l'armée et la police faisaient partie du gouvernement, tu vois. Donc, ils ont tout dissous en arrivant. Donc, il y a une espèce de période de flottement. Après, je pense que peu de personnes regrettent... Il y en a, mais peu de personnes regrettent Bachar al-Assad. Après, il y en a. Il y avait des pro-régimes, il y en a toujours. Voilà, pour l'instant,
tout le monde dit on verra. La majorité des gens disent on verra, on ne peut pas juger pour le moment, c'est compliqué. Et voilà, il faut s'imaginer aussi que, en fait, HTS, sans rentrer dans une analyse géopolitique trop pointue, mais HTS, c'est une force militaire à la base. C'est pas une force politique, c'est une force militaire qui gérait Idlib, donc un petit gouvernorat de la Syrie, et dont les actions principales étaient justement les offensives militaires contre le régime de Bachar al-Assad, et c'était pas un pouvoir politique avec une volonté de diriger de manière politique le gouvernorat de Idlib. Et donc là maintenant ils se retrouvent avec un énorme pays à gérer. Et il faut comprendre que la Syrie, c'est un pays extrêmement complexe avec tout un tas de groupes ethniques et religieux différents qui ont plein de problématiques. Et donc ça rend les choses extrêmement compliquées. Puis c'est un territoire large. Il y a aussi beaucoup de pays, notamment frontaliers, ou régionaux, internationaux, qui ont des intérêts et qui ont leur propre agenda par rapport à la Syrie. Donc il faut aussi gérer tout ça. Donc c'est une énorme tâche, c'est un énorme challenge pour n'importe qui, tu vois, que ce soit HTS ou n'importe quel groupe ou politicien aurait repris la Syrie. C'est un challenge énorme. Et le pays a été pillé. J'ai envie de rebondir sur 2 petites choses parce que je sais que là, tu as dû faire un petit détour dans ton taxi parce qu'il y avait des manifestations. Ils manifestent par rapport à quoi Non, ce sont les manifestations pour commémorer l'anniversaire de la Révolution. Ah, ok. Donc Donc c'est simplement, positif. ouais. Oui, il y a pas pour l'instant, il y a pas de. Et par rapport au soutien international, parce que est-ce que vous, au niveau de la population, je te considère comme la population locale, hein, est-ce que vous sentez qu'il y a une implication ou pour l'instant vous êtes vraiment livré à vous-même justement dans ces difficultés à gérer un nouveau pays? Non, si. Tu sais, la Syrie, c'est un pays où il y a énormément d'intérêts et d'enjeux régionaux et internationaux. Par exemple, la France, là, elle est vraiment sur les starting blocks pour revenir. C'est fou. Je pense que ça fait partie des pays qui a le plus hâte de pouvoir revenir. En fait, tu as tout l'enjeu de la reconstruction qui va représenter énormément d'argent. Donc ça, c'est un des principaux enjeux au niveau régional comme au niveau international. Il y a beaucoup de gros contrats qui vont devoir être signés, donc ça va impliquer beaucoup d'argent. Puis la Syrie, c'est un pays aussi central, tu vois, entre la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Irak, avec tout un tas d'enjeux. Israël pas loin qui nous embête bien. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Donc non, là, il y a une vraie volonté internationale de faire la paix avec la Syrie et de s'impliquer de manière politique et économique. Pour l'instant, c'est en pourparlers, c'est en train de se faire parce que HTS était encore reconnue comme organisation terroriste par les États-Unis et je crois que c'est encore le cas, tu vois. Donc la difficulté, c'est de dire ok, maintenant comment on fait pour gérer ça, parce que bien sûr que les États-Unis veulent travailler avec la Syrie, mais il faut qu'ils fassent face à leurs propres critères, quoi. Donc ça va être compliqué. Et là, en ce moment, au moment où on enregistre, le clown à la tête des États-Unis s'appelle Trump. Est-ce que ça fait pas peur, ça, justement, que ce soit lui à ce moment-là? Si, complètement, parce que lui, il est vraiment imprévisible. On ne sait pas du tout, tu sais, quelle décision il va prendre, qui il va soutenir, etc. Et puis Trump, il est quand même très pro-Israël. Donc nous, c'est une grosse problématique en Syrie, puisque dès la prise de la Syrie par HTS, en fait, Israël a bombardé énormément toutes les bases militaires qui étaient présentes de l'Iran, notamment, et certaines de la Russie, qui étaient présentes sur le territoire syrien. Là, hier, ils ont encore bombardé un immeuble dans le centre-ville de Damas. Et ils ont, tu sais, il y a dans le sud-ouest de la Syrie, il y a une zone frontalière avec Israël, donc c'est le Golan, et qui est déjà occupée en partie par Israël depuis très longtemps. Et en fait, là, ils ont dès les quelques jours après la libération, ils ont avancé
leurs troupes sur la zone tampon. En fait, maintenant, ils occupent toute la zone tampon entre la Syrie et Israël. Donc ça, c'est une grosse problématique, c'est un gros point d'interrogation. Et Israël, en fait, sème le trouble en Syrie aussi par sa volonté de soutenir certaines minorités qui craignent justement ce changement de régime, comme les Kurdes dans le nord-est de la Syrie ou les Druzes dans le sud, justement à la frontière avec le Golan. Et donc ils sèment vraiment la zizanie et c'est le gros point d'interrogation de savoir comment le président va gérer ça, sachant qu'en réalité il n'a pas les moyens technique ni financier de faire la guerre avec Israël. Donc comment est-ce qu'il va gérer ça ? Comment est-ce que Trump va aussi se placer, se positionner par rapport à ça ? C'est beaucoup de questions. Et c'est assez stressant, oui, effectivement. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'on va de nouveau faire face à une guerre ou bien on va avoir une invasion israélienne beaucoup plus importante, puisqu'il y a le projet du Grand Israël qui justement occupe une partie de la Syrie, le Liban, une partie de la Jordanie, va même jusqu'en Irak. Et c'est un plan qui est en place pour Israël. Donc, quid du futur, quoi. Et en termes de sécurité, ça te fait pas peur, tout ça ? Non, enfin... Tu sais, quand tu décides d'habiter en Syrie, en fait, tu fais avec, quoi. Tu vois, quand je suis revenue, moi, je suis pas revenue en me disant « Yeah, génial, c'est la fin de la guerre. À partir de maintenant, tout va bien se passer, ça va être génial et tout. » Non, je suis revenue en me disant, et j'en suis sûre, je le dis encore là aujourd'hui, on va faire face à des moments noirs, c'est sûr. Parce que quand il y a un changement comme ça, politique aussi brutal, dans une situation aussi complexe que la Syrie, t'as forcément des conséquences très complexes et très difficiles qui se passent. Donc c'est sûr qu'on va avoir plein de choses difficiles en Syrie, on le sait très bien. Donc bon, c'est comme ça. Moi, j'ai fait le choix de revenir en sachant ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus la menace de Daesh et les attentats de civils dans le centre-ville. Tu vois, c'est ça mon vrai stress, c'est celui-là. Parce que là, je me dis, c'est vraiment des choses que tu peux pas prévoir et qui peuvent te toucher personnellement, tu vois. Ouais, clairement, hier, la photo que tu as mise, je crois que c'était hier ou ce matin, sur Instagram, où justement tu montrais cet immeuble, il y a eu une explosion, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est flippant, quoi. C'est un bombardement israélien, ça. C'est vraiment flippant. En termes de... Est-ce que c'est vraiment une redécouverte du pays ? Je ne suis pas sûre, mais tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus marqué, toi, en revenant en Syrie par rapport au moment où t'es parti ? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a changé, qui a changé au point de te surprendre ? Bon, en dehors du changement de régime, bien évidemment, mais toi, dans ton quotidien ? C'est vraiment l'atmosphère, tu vois. Ça m'a vraiment marqué quand je suis arrivée. La première fois où je me suis promenée dans le centre-ville, j'avais l'impression que les gens marchaient tout à coup la tête haute et qu'il n'y avait plus cette chape de plomb justement dans l'air et que il y a ce côté où tu sens que même si le futur est incertain, même si on sait qu'il va y avoir des choses difficiles, mais cette partie-là, ce truc énorme que représentait la dynastie des Assad est partie, quoi. C'est terminé, tu vois. Et donc tu sens qu'il y a quelque chose de très très fort chez les Syriens qui se passe. Et je pense que ça a fait aussi beaucoup de bien pour les gens de pouvoir libérer la parole, de pouvoir parler de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils ont ressenti, de tout ça. Je pense que ça a fait beaucoup de bien. Après, ça reste compliqué, tu vois, parce que je te disais, les conditions au quotidien sont difficiles et vraiment c'est quelque chose qui est dur parce que il faut s'imaginer que ce sont des choses auxquelles les gens sont confrontés depuis des années et des années, tu vois. Ils ont vécu 14 ans de guerre, plusieurs années là de crise économique, de sanctions internationales, de ci, de ça, de conséquences économiques de la guerre. Donc les gens sont très fatigués de manière générale, tu vois. Et ça, c'est toujours là. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. Par exemple, j'ai vu 2 amis
et vraiment le changement de leur visage était fou. Ah ouais? Quand je les ai quittés, ah ouais, c'était incroyable. Quand je les ai quittés l'été dernier, tu sens que c'est des gens qui vivaient une dépression profonde, parce que pour eux, tu sais, nous en Syrie, avant la libération, les gens, de manière générale, comptaient plus sur la normalisation avec le régime que sur une libération. Nous, on se disait plus, à un moment donné, les grandes puissances, etc., vont faire la paix parce qu'il y aura des enjeux économiques, blablabla, et donc la Syrie pourra se réouvrir et tout. On n'avait plus aucun espoir que les choses changent. Notre dernier espoir, c'était... ça va normaliser avec le pays. Alors, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ça. Souvent, ces gens-là sont à l'extérieur. Mais les Syriens, à l'intérieur, pour beaucoup, n'avaient plus aucun espoir et considéraient que la dernière... la dernière possibilité, c'était la normalisation pour pouvoir retrouver un peu d'oxygène en Syrie, notamment économique. Donc du coup, c'était très complexe. Et là, quand je les ai retrouvés, vraiment les deux là, ils avaient perdu 10 ans. Ils avaient rajeuni de 10 ans, tellement leur visage avait changé, vraiment, tu sais, le visage éclairé, les grands sourires, enfin, c'était fou, quoi. C'était vraiment, vraiment fou. Ouais, c'est comme s'ils avaient la célébration sur le visage. C'est ça. Tu dois être d'autant plus content d'être revenu pour voir ça de tes propres yeux. Ouais, tout à fait. J'ai envie de te parler du rôle des femmes dans tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement au niveau de la place qu'elle prend? Est-ce qu'elle est impliquée dans les discussions? Est-ce qu'il y a des attentes? Pour l'instant, c'est un peu compliqué à dire. Quand ils ont formé le premier gouvernement, il n'y avait pas de femmes représentées Enfin, il n'y avait pas de femmes, en fait, parmi les ministres. Et il y avait même un homme masqué, genre cagoulé, avec une arme. Enfin, c'était vraiment très spécial. Après, ça a changé et je crois qu'ils ont mis une femme ministre dans le groupe. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, l'une des grandes peurs pour certaines personnes, c'est que comme HTS est un groupe islamiste, on va dire, c'est justement les discriminations faites aux femmes, les discriminations faites contre notamment les chrétiennes, l'imposition du hijab et tout. Pour l'instant, honnêtement, on ne voit pas ça. Il y a des actes isolés, qui sont a priori réprimandés. Il y a eu, il y a quelques semaines, une vidéo d'un homme qui était dans un quartier traditionnellement chrétien de Damas et qui, je sais plus, avait des espèces de tracts à la main et qui a alpagué 2 femmes chrétiennes qui n'étaient pas voilées, du coup en leur disant qu'elles devaient mettre le hijab, etc., etc. Et cet homme-là a tout de suite été attrapé par des hommes du quartier qui lui ont dit de se taire et qui l'ont mis plus loin, tu vois. Mais au niveau des décisions gouvernementales, il n'y a pas de ce type de décision. Là, il y a la constitution transitoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui a été publiée hier soir. Et ils ont mis l'accent notamment sur l'égalité des femmes et des hommes et le respect des femmes, de lutter contre la discrimination, etc. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas, c'est trop tôt, pour dire quoi que ce soit. Il faudra voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'acte de violence ou d'acte d'imposition d'un vêtement islamique, quel qu'il soit. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Il faut attendre de voir. Peut-être pour changer un petit peu au niveau du ramadan, en ce moment, au moment où on enregistre, c'est la période du ramadan. Est-ce que tu trouves qu'il y a une ambiance particulière et peut-être différente de ce que tu avais vécu les précédentes années? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui ont changé? Pas tellement, honnêtement. Moi, j'ai la sensation que c'est la même chose que les années précédentes. Voilà, il y a des endroits où il y a des décorations. Hier soir, j'étais dans le quartier plus conservateur, on va dire, de Midan, qui est un quartier que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petites mosquées très sympas. Et puis, il y a une rue immense où, en fait, il y a que des petits shops comment on appelle ça, de sucreries, de desserts,
tu vois, sucrée, j'ai plus le nom, désolée, syrienne. Et il y a une chouette ambiance, il y a plein de décorations, c'est très très beau. Moi j'adore y aller pour certaines célébrations, pour l'Aïd ou pour l'anniversaire du prophète, c'est vraiment très très beau. Et voilà, hier c'était très sympa, il y avait du monde et tout, mais en même temps, tu vois, il y a eu juste avant le Ramadan, en fait, il y a eu une annonce comme quoi toutes les personnes qui seraient trouvées en train de manger dans la rue la journée pendant le Ramadan auraient une amende de je sais plus combien de livres syriennes. Et en fait, c'est marrant parce que il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça. En fait, cette loi, elle existe dans la loi syrienne depuis longtemps, simplement qu'elle n'était pas mise en place. Enfin, elle n'était pas, pratiquée. Appliquée, voilà, merci. Elle n'était pas appliquée. Et en fait, mais finalement, elle n'est pas non plus appliquée, là, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai vu plein de gens manger. Là, je suis au café, on est vendredi, c'est le Ramadan, et il y a des gens. J'ai vu des gens manger dans la... Enfin, pas forcément dans la rue, parce qu'après, de toute façon, même avant, les gens font gaffe, tu vois. Tu vas pas manger un gros sandwich dans la rue pendant le Ramadan, tu vois, ne serait-ce que par respect, en fait. Mais dans le quartier chrétien, oui, j'ai vu des gens manger leur petit dessert ou leur truc. Enfin, voilà, donc j'ai pas l'impression qu'en réalité cette loi elle était appliquée. Pour l'instant, on est à 15 jours du Ramadan. J'ai entendu personne dire tiens, il y a quelqu'un qui a eu une amende, etc. Donc j'ai pas l'impression que ce soit plus sévère ou plus strict qu'avant. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. C'est carême aussi en ce moment chez les chrétiens. Donc comme d'habitude, c'est très chouette parce que tout le monde vit sa foi comme il l'entend à Damas, je trouve. À Damas, je sais pas ailleurs pour l'instant, mais en tout cas à Damas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les petites sucreries, tu dirais que c'est la chose que tu apprécies le plus pendant cette période de Ramadan? Moi j'adore, ouais, j'aime bien. J'adore le Ramadan de manière générale. C'est vraiment une belle période où, voilà, tu sais, il y a des décorations un peu partout. Le moment de l'iftar, au moment de la rupture du jeûne, c'est chouette, quoi. Tout le monde se réunit pour manger ensemble. C'est une période à la fois festive, à la fois de recueillement. Enfin, c'est un moment particulier, tu vois. Donc moi j'aime tout dans cette période-là. Super. Est-ce que comme on est sur la thématique alimentation, est-ce qu'il y avait un plat syrien qui t'a manqué pendant tes quelques mois, parce que finalement t'es pas partie tant que ça, et que tu étais ravie de pouvoir retrouver quand t'es revenue? Bon, alors moi, je mange régulièrement syrien partout où je vais. J'essaye toujours, si je suis à Paris, j'ai mes petites adresses. Si je suis au Caire, j'ai mes petites adresses. Donc je mange très régulièrement syrien. Mais c'est plus manger syrien en Syrie qui m'avait manqué. Mais oui, j'adore la nourriture syrienne. Si le plat qui me manque, mais que j'ai pas mangé depuis que je suis arrivée, parce que généralement tu le manges chez les gens, tu vois, c'est ce qu'on appelle la moulouriée. C'est des sortes d'épinards avec de l'ail, c'est super bon. Et en Égypte, ils en font aussi, mais en forme de soupe. Et j'adore ça, c'est vraiment mon plat préféré. Et la sucrerie qui m'avait manqué, c'est les atayef eshta. Ce sont des genres de petits pancakes qu'on remplit de crème de lait. Et ensuite, soit tu peux les manger comme ça, soit tu les frites. Moi, j'adore les frire. Par-dessus, tu mets un petit sirop. Donc, pour te dire que c'est très diététique, d'accord ? Et ça, c'est très difficile à trouver un peu partout. Oui, des épinards. Tu passes d'un plat qui est super, le légume le meilleur au monde, à le truc le plus riche en sucre. Mais écoute, au moins c'est équilibré, tu vois. Voilà. Exactement. Donc j'adore. Du coup, les atayef eshta, c'est très dur à trouver. Par exemple, en Égypte, j'étais super déçue, j'en ai pas du tout trouvé parce que justement, ils en font que pendant le Ramadan, alors qu'ici en Syrie, il y en a tout le temps, tu vois. Et moi, j'ai mon petit shop préféré dans la vieille ville où je vais toujours depuis 5 ans. Et voilà, du coup, j'étais très contente de retrouver mes atayef eshta quand je suis rentrée. Et de manière générale, vraiment, moi, je trouve que la nourriture syrienne, c'est la meilleure au monde. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir la remanger à Damas. Et honte à moi, j'ai toujours pas essayé. Oh là là. En plus, j'étais à Paris. Oh, mais il faut que tu viennes à Damas pour...
Ouais, mais ça n'a pas tout à fait le même goût, je dois l'avouer. J'imagine. Mais d'ailleurs, on en reparlera de les facilités ou difficultés de venir te voir à Damas. Mais avant ça, est-ce que tu as repris du coup le travail à l'école? Oui, tout à fait. À quoi ressemble une journée typique pour toi en Syrie aujourd'hui? Alors, une journée typique à Damas pour moi. Alors, la semaine, du coup, oui, j'ai repris le travail à l'école. Donc, je me lève à 6 heures. Je me prépare. Je prends mon petit déjeuner. Voilà. Et ensuite, je prends le bus de l'école. En ce moment, j'habite dans la vieille ville. Donc, je prends le bus de l'école avec des élèves et des collègues. On va à l'école. Je commence vers 8 heures. Et puis voilà, je passe ma journée à l'école. En ce moment, là, j'ai repris un poste un peu hybride. Donc, avant, j'étais professeure de français en collège, j'avais les 3e. Là, en ce moment, je travaille à la bibliothèque du primaire. Donc, je fais des animations lecture, autour de la lecture de la langue française, avec toutes les classes, donc de la maternelle jusqu'au CM2. C'est trop chouette. Au début, je me suis dit, bon, on verra et tout. Et en fait, j'adore vraiment, je me découvre une passion pour les maternelles. Ils sont vraiment trop mignons. Du coup, c'est trop chouette. Je leur lis des histoires. C'est vraiment trop bien. Et voilà. Et j'ai aussi le soutien français pour les 6e et 5e l'après-midi. Donc c'est sympa parce que du coup je vois plein d'élèves différents, je fais plein de choses différentes et puis je finis, ça dépend, des fois 2h30, des fois 3h30, des fois 4h30. Parfois après l'école je vais voir des amis, boire un café, me promener dans la ville, etc. Et puis après je fais ma petite vie chez moi le soir. Et le week-end moi j'ai pas mal besoin de moments chez moi, donc généralement il y a une journée où je reste entièrement chez moi, tranquille, à bouquiner, jouer à la Switch, cuisiner, regarder des séries. Et puis sinon j'adore aller me promener, quoi. Vraiment, Damas, c'est une ville que j'aime, comme je dis toujours beaucoup, qui est magnifique. Et donc j'essaye toujours d'aller me promener, me choisir un petit quartier ou une partie d'un petit quartier, et puis d'aller me promener, d'aller prendre des photos avec des amis aussi qui aiment, comme moi, explorer la ville dans toute sa largeur. Voilà, donc c'est ça ma vie à Damas. Ok, écoute, on va rebondir sur une question que j'ai reçue de Florence. Je crois que vous êtes rencontrés d'ailleurs à Paris. Oui, je suis trop jalouse. Ouais, en septembre. Je crois que Florence... Mais tu l'as vu toi aussi? Oui, on a été boire un café ensemble il y a quelques semaines. Ouais. Mais je lui disais, c'est marrant parce qu'elle a rencontré plusieurs de mes anciennes invitées. Je trouve ça trop chouette. Ouais. Et je lui disais, ça serait trop bien qu'un jour on se retrouve toutes à Paris et qu'on boive tous un carrément. café ensemble. Mais on va garder espoir qu'un jour ça viendra. Donc je vais te faire écouter la petite question de Florence. La question que je souhaiterais poser à Charlotte, c'est de savoir ce qui finalement a changé dans son quotidien à Damas en termes un peu pratico-pratiques. Notamment, je sais qu'il y avait beaucoup de pénurie de produits difficiles à trouver ou alors très très chers. Est-ce que ça, elle a vu sur ce plan, elle a vu les choses évoluer, et notamment aussi sur le plan de l'électricité, enfin le courant. Ils avaient des coupures de courant très importantes chaque jour. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là du fait de toutes les évolutions que connaît actuellement le pays? Oui, alors ce qui a changé dans mon quotidien, franchement, pas grand-chose en fait, parce que voilà, pour le moment, le changement est politique. Et à part ce que je disais tout à l'heure, la sensation, l'atmosphère générale qui a changé. Après, pour l'instant, on est un petit peu confronté aux mêmes difficultés qu'avant. Comme je disais, l'électricité, c'est encore plus compliqué qu'avant. Il y a ce gros problème de disponibilité de cash, etc. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. La seule chose, c'est que l'électricité, maintenant, c'est pareil pour tout le monde. Et ça, c'est chouette. Parce qu'avant, au plus tu vivais dans un quartier riche, au plus tu avais d'électricité. Donc les gens, par exemple, les quartiers les plus riches ici, c'est notamment Malki, Abu Romaneh, et eux, ils avaient 3 heures d'électricité, 3 heures sans électricité. Franchement, 3-3, c'est génial. Tu sens pas les 3 heures sans électricité. Tu as le temps de faire tes trucs, ça te laisse quand même pas mal d'électricité toute la journée. Moi, en comparaison, dans mon quartier, qui était un quartier un peu entre deux, j'avais 1 heure d'électricité toutes les 7 heures. Donc ça fait 3 heures par jour, quoi, en gros. Mais il y avait des quartiers encore encore plus pauvres qui, eux, n'avaient que 30 minutes, 1 heure d'électricité par jour, tu vois.
Et là, c'est pareil pour tout le monde. Et même, il y a des endroits, par exemple, justement, ces quartiers pauvres qui ont plus d'électricité que les autres. Wow. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Après, il y a plein de problématiques. Par contre, au niveau des produits et de la disponibilité des produits, en fait, avec le changement de régime, ça a ouvert le marché turc au pays, ce qui fait que il y a énormément de produits turcs qui sont disponibles en Syrie. Et donc, tous les produits qui étaient sanctionnés avant, comme des trucs comme Kinder, etc. On ne pouvait pas trouver de Kinder ou de Kit Kat, tu vois, en Syrie avant. Et ben ça, maintenant, il y en a partout. Donc, tu peux trouver des produits comme ça. Il y a plein de produits étrangers. Pour l'instant, il y a certains produits qui restent assez chers. Par exemple, là, il y a des fromages dans les malls. Si tu vas dans les malls, tu peux trouver des fromages français, des fromages néerlandais. Il y a du Gouda, des choses comme ça, tu vois. Ça reste cher, mais tu peux trouver ça, tu vois. Plus de diversité. Ouais, il y a plus de diversité, il y a la disponibilité de tout un tas de choses qu'on n'avait pas avant, même au niveau de l'électroménager, il y a tout un tas de choses qui sont arrivées, voilà, parce que ça a ouvert le marché, quoi. C'était rapide quand même, hein? Ah oui, ah bah... Les Turcs, ils perdent pas de temps. Et au niveau du ratio, parce que tu nous parlais que maintenant tout le monde a le même ratio d'électricité, c'est quoi en moyenne votre ratio d'électricité disponible? C'est quelques heures par jour. Ah ouais, ok. Ça reste quand même assez minime. Ouais, pour l'instant, ils ont dit que ça serait pire avant d'être mieux. On attend. Là, il y a l'accord qui a été fait avec les Kurdes. Donc les forces démocratiques kurdes sont maintenant alliées au gouvernement, ont été rassemblées avec le gouvernement. Et en fait, dans le territoire autonome des Kurdes, c'est-à-dire le Rojava, là au nord-est de la Syrie, il y a justement des puits de pétrole, etc. Donc cet accord-là va signifier qu'en fait on va récupérer une partie de l'énergie et donc on devrait avoir plus d'électricité. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir de tout le monde incessamment sous peu. On va voir. J'ai reçu une question aussi de Célia qui m'aide énormément en coulisses avec le podcast. Oui, qui est en Malaisie. Oui, c'est ça. Avec qui tu parles d'ailleurs, je crois que tu échanges avec elle aussi. Oui. Ouais. J'adore, j'ai l'impression que tu échanges avec plein de filles qui font partie de la team Flixpat. Ouais, complètement. J'adore ça. Mais c'est pour ça, il faut qu'on s'organise un voyage tout ensemble quelque part. Ouais, ça serait génial. Et si on arrive à trouver le pays aussi, ça risque d'être compliqué parce que Istanbul, allez. Moi, je pense que Istanbul, c'est parfait, c'est le carrefour pour tout le monde. C'est vrai, en plus, je rêve de voir Istanbul, donc très bien. C'est incroyable. Elle, la question qu'elle a eu envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que déjà tu as envie de t'installer à Damas sur le long terme et qu'est-ce qui fait que tu as choisi le Damas plus qu'autre chose? Oui, là, vraiment, mon projet, c'est de m'installer à Damas définitivement, entre guillemets, dans le sens où, on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu sais, ici, et même si je suis consciente des risques, etc., peut-être qu'il y aura une situation qui fera que je ne pourrai pas rester. Mais en tout cas, oui, j'espère vraiment, là, j'ai vraiment pour projet de prendre mon propre appartement non meublé, de ramener toutes mes affaires de France, etc. Donc, c'est le projet. En fait, dans tous les cas, si tu veux, je me suis dit que même si c'est pas Damas, ça va faire 10 ans que je suis dans la région et je crois que pendant les 7 mois là que j'ai passé loin de la Syrie, j'ai accepté que dans tous les cas, je ne partirai pas de cette région. Que donc, si je dois quitter Damas, j'irai soit à Beyrouth, soit à Amman, soit quelque part dans le coin. Et donc, pour l'instant, je suis au clair avec cette décision de revenir m'installer à Damas et de passer ce pas, de me dire, voilà, c'est là que j'ai envie d'être. La seule chose que le deal que j'ai fait avec moi-même, c'est de faire des vraies pauses régulières du contexte. Et notamment, justement, on discutait avec Célia de ça ces derniers jours. Je pense à aller en Malaisie cet été pour faire une pause, aller dans un contexte que je connais pas du tout et vraiment m'aérer l'esprit, tu vois, parce que c'est vraiment nécessaire de sortir de Syrie régulièrement. Donc voilà, oui, l'idée c'est quand même de vraiment m'installer ici et en tout cas pour un temps indéfini, quoi. Ouais, tu sens que tu as ce besoin de se poser? Ouais, oui, ça par contre, oui, je pense que c'est aussi ce que j'ai réalisé ces derniers mois, c'est que là j'ai besoin d'avoir un chez moi clair quelque part et d'avoir cette espèce de cocon quelque part dans un endroit que j'aime, donc en l'occurrence Damas. Et ça veut pas dire que je bougerai plus ou quoi. Enfin, tu vois, je peux toujours mettre mon appart en sous-location, faire une pause, faire une mission à l'étranger, etc. Enfin, voilà. Mais j'ai besoin
d'avoir un endroit quelque part qui soit chez moi et où je sais que je peux être et me poser. Alors ceux qui ont écouté l'épisode 62, ils vont peut-être comprendre ma référence, mais donc on arrête l'effet boomerang chez papa, maman. Oh écoute, il y aura toujours cet effet boomerang. Hein. Mon père en janvier, quand il m'a vu débarquer, il m'a dit « ça y est, le boomerang est de retour !» C'était pas du tout prévu. Non, mes parents, ça restera toujours, pour mon plus grand bonheur, un endroit aussi très très précieux pour moi et où je sais que je peux retourner du jour au lendemain. J'ai écrit à ma mère fin décembre quand j'étais en Arabie Saoudite en lui disant « Est-ce que dans 10 jours, je peux venir à la maison pour une durée indéterminée ?» Et ma mère a dit « Oui, trop bien !» Elle attendait mon que père ça. m'a dit « Bon, je te cuisine quoi ?» Ah, c'est trop chou. Voilà. Oui, ils sont trop mignons. J'ai beaucoup de chance de les avoir et qui me soutiennent. Donc mes parents, ça fera toujours partie aussi de ce coin précieux. Et puis c'est aussi un coin hors Moyen-Orient, tu vois, qui fait du bien. Mais ça reste pas chez moi, c'est-à-dire que tu vois, moi j'ai besoin d'avoir un espace qui est le mien où tout soit organisé selon mes critères, etc. Et donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir a priori faire ça à Damas, tout en ayant aussi cette possibilité d'aller chez mes parents quand j'en ai besoin ou envie. Tu sais, quand il y a eu le tremblement de terre en 2023, que c'était très dur pour moi, j'avais vraiment mes parents au téléphone tous les jours parce que c'était très très dur. Et quand j'étais un peu short financièrement à ce moment-là et j'avais vraiment besoin de faire une pause en avril, là, 2 mois après. Et quand j'ai demandé à mon père, il m'a dit oui, t'inquiète. Et il m'a pris mon billet tout de suite. Enfin, tu vois, j'ai vraiment de chance d'avoir mes parents. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir mes parents qui sont là pour le moindre problème, même à 37 ans. Écoute, Charlotte, toi et moi, on se comprend là-dessus parce que d'ailleurs, c'est la 2e fois qu'on enregistre et que je suis chez mes parents qui m'aident énormément aussi. Donc, c'est ça. On a beaucoup de chance. On leur fait des gros bisous. On les embrasse. Et d'ailleurs, si vous voulez entendre Valérie, la maman de Charlotte, c'est l'épisode numéro 87. Et elle nous parle justement, elle nous donne son point de vue à elle et il est super intéressant. Ouais. J'ai reçu aussi une question de Caroline que je crois que tu as vue en Arabie Saoudite. Oui. C'est incroyable. Oui. Non, c'est fou. Ouais, c'est fou parce que, en plus, elle, quand elle est passée au micro de Fixpat, elle était à Singapour. Donc maintenant, elle s'est installée en Arabie Saoudite et ce sera une des invitées à qui je vais retendre le micro d'ailleurs parce que je trouve que de passer de Singapour à Arabie Saoudite et puis elle a vécu dans plusieurs pays, donc il y a des choses à dire. Puis elle a vraiment un état d'esprit vraiment super. Elle a plein de choses à raconter. C'est quelqu'un d'intelligent et de sensible, donc ça va être vraiment intéressant comme épisode. Clairement. Mais écoute, voilà sa petite question. Salut Charlotte, salut Kelly. Petite question pour Charlotte. Je voulais savoir comment s'est passé ton retour déjà en Syrie, à Damas. Et est-ce que tu pourrais nous dire les changements majeurs que tu as notés depuis les événements en décembre, puisque comme tu y as vécu pendant plusieurs années avant. Et aussi, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu penses que du coup, la Syrie peut être à nouveau une destination à visiter et si oui, dans quelle région, dans quelle mesure ça serait possible de venir en Syrie maintenant? Donc, je pense que la première partie de sa question, on l'a déjà pas mal abordée, mais la deuxième partie de sa question, je la trouve intéressante et je pense qu'elle, à son tour, elle a envie de venir te rendre visite. Oui, donc dis-nous c'est tout. clair. Je pense qu'il est trop tôt pour répondre à cette question. Je sais que les petits tours opérateurs syriens qui existaient déjà là ces dernières années, on va dire post-guerre à l'intérieur de la Syrie gouvernementale, fonctionnent encore. Et s'adapte en fait aux différentes problématiques auxquelles on fait face sur le territoire. Je pense que pour l'instant c'est trop tôt honnêtement. Enfin moi c'est un gros point d'interrogation ce qui va se passer. Il y a trop d'enjeux, il y a trop d'acteurs, il y a trop de problématiques. Bien sûr que j'ai espoir vraiment que ça se stabilise et que le pays se réouvre.
Il y a une vraie volonté internationale, locale et internationale, de réouvrir le pays au tourisme, ça c'est sûr. Enfin, de réouvrir le pays tout court et ensuite au tourisme. Après, je pense qu'il y a encore énormément de problématiques. Il y a beaucoup de dimensions à considérer en Syrie. Et je pense que déjà, il faut voir ce qui va se passer cette année, dans les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année. On va voir. Il faut voir aussi les décisions gouvernementales internationales type États-Unis, Europe. Voilà. Est-ce qu'ils vont lever les sanctions ? Est-ce qu'ils vont réouvrir les ambassades ? Ça va aussi déterminer pas mal de choses. Pour l'instant, c'est en suspens, on ne sait pas. Et puis, tu sais, moi, je dis toujours que ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans cette région. Dans ce monde, donc, d'ailleurs. Pour l'instant, ouais, c'est clair, dans ce monde. C'est clair. Donc je veux pas me prononcer. Je pense que pour l'instant c'est beaucoup trop flou pour pouvoir savoir ce qu'il en est et ce qui va se passer dans les prochains mois. Eh ben merci beaucoup pour toute cette franchise, comme d'hab. Je t'en prie. Je pourrais t'écouter des heures, mais malheureusement ça fait déjà un petit peu plus d'1 heure qu'on enregistre. Est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé aborder avant qu'on conclue cet épisode ? Non, je pense pas. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Je pense que non. Je pense que ça va. Toi, tu vois quelque chose à rajouter ? Non, moi j'avais juste envie de dire, tu vois, d'habitude je dis toujours à mes invités, il faut que ce soit calme derrière vous, qu'il n'y ait pas de bruit. Mais là, en fait, d'avoir entendu de la musique, on sent bien qu'il y a de la vie autour de toi. Et je trouve que pour cet épisode en particulier, c'est génial parce que ça montre justement qu'il y a de la vie et que les gens ils continuent et qu'il y a un espoir, etc. Donc voilà, j'avais l'impression d'être en train de boire un thé. Donc moi, j'étais au thé, pas au café. Mais j'avais vraiment l'impression de boire un thé avec toi et je trouve ça trop chouette, en fait. Donc, merci. Moi, c'est ce que je retiens toujours de la Syrie, tu vois. C'est que, et de d'ailleurs, partout dans la région, partout, en fait, dans le monde, hein, dans des contextes vraiment difficiles, tu sais, les gens s'accrochent à la vie et s'accrochent au moindre espoir. Il y a toujours, ces dernières années, c'était la même chose aussi. Malgré toute la situation, les gens essayaient de survivre ou de vivre et de s'accrocher à la moindre possibilité de se retrouver, de passer un moment ensemble et d'être dans le positif malgré les difficultés. Donc c'est ça qui est très fort quand on vit dans ce type de contexte, c'est que malgré tout, la vie est plus forte et les Syriens en tout cas te le rappellent tous les jours. Eh ben, très belle conclusion, Charlotte, et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, donnez plein de petits cœurs, envoyez plein de cœurs à Charlotte, à la Syrie, aux Syriens, ça nous fera plaisir, et puis on se tient au courant. Si le podcast continue dans quelques années, bien évidemment, on reviendra prendre de tes nouvelles, et comme toujours, toi et moi, on reste en contact. Oui. Et on s'organise Istanbul. Et on s'organise Istanbul dans les années à venir, ça c'est sûr. À très bientôt, Charlotte. À très bientôt. Merci beaucoup.